Bonjour à tous, bienvenue du coup dans cette vidéo partie 2 de la librairie Pydantic, un petit peu plus avancée, vous avez été plusieurs à me l'avoir demandé. Donc let's go, pour cette partie-là, j'ai juste rajouté dans le fichier JSON deux attributs à mes documents, un created at qui représente une date et un password, une date et un time, et un password qui représente le mot de passe du compte de l'auteur du post. Voilà, on ne sait pas ce que ça fout là, mais bon. C'est juste histoire de vous montrer comment Pydantic on peut aussi gérer des données un petit peu plus confidentielles, un peu plus critiques. Ça peut être des tokens, ça peut être n'importe quoi d'autre que vous ne voulez pas afficher. Pour le created at, le dead time, je l'ai juste typé en dead time et voilà Pydantic il me le caste tout seul. Voilà, encore une fois, on n'a pas eu besoin de faire de code. Le password, on va le mettre en string dans un premier temps. Il va me l'afficher. C'est des choses qu'on va évidemment plutôt éviter d'avoir dans notre code, des passwords en clair. Donc, Pydantic a créé un type qui s'appelle le secret str, qui va, en fait, qu'est-ce que ça va faire ? Je vais vous le montrer. Il n'y a pas meilleur exemple que la démo. Voilà, tout simplement, il va transformer le string en des astérisques comme ça, un truc un peu plus secret. Il va comprendre tout seul que ça, faut pas trop l'afficher quand même. Donc voilà, encore une fois, on n'a pas besoin de faire de code, on a déjà de la sécurité qui est faite. C'est plutôt agréable. Pour des règles un peu basiques sur des champs, des attributs en particulier, on peut simplement dire à Pydantic de faire des choses. Par exemple, on met égal field qu'on ramène de Pydantic et on sait que le password il est compris normalement entre 9 et 16 caractères. Voilà, je sais pas, je dis au pif. Et on a juste à mettre un min length. Tu vois, il nous propose aussi min item, donc ça marche aussi sur des listes de choses. On peut dire, normalement, cette liste, il y a au moins 3 items dedans, il y en a au moins 5. C'est pareil avec le max. Donc là, on est vraiment sur un string, donc min length. On sait que le password, il contient au moins 9 caractères et un maximum de caractères à 16. Voilà, je sais pas, on va mettre au pif. On va relancer le code. Et là, il va faire toute seule cette vérification. Donc, c'est vraiment les vérifications basiques. Juste pour vous montrer un exemple, si je change le password de Michael Jackson en coucou, qui, d'après mes calculs, ne fait que 6 caractères, on va tout de suite. Voilà, je vais me bouger un petit peu. Le password, value, should have at least 9 items, too short, not 6. Voilà, il est très très clair, Pydantic. Le gros avantage aussi, c'est les messages d'erreur de Pydantic qui sont très très bien travaillés. On peut le dire. Ce qui est capable aussi de faire la librairie Pydantic, ça va être une validation sur le modèle de données. Le modèle de données, c'est quoi ? En fait, c'est notre classe. C'est tout ça. Ça, c'est un modèle de données. Et on peut le valider. Par exemple, notre manager, ou je sais pas, le responsable de la donnée, il nous dit c'est bien sympa, tu as mis title en optionnel string unknown et description en string unknown, mais la vérité, c'est que normalement, il faut au moins un des deux, au moins un titre ou une description pour que la donnée soit valide. Si tu n'as ni titre ni description, c'est bizarre. Donc là, on a juste à faire un modèle validator en décorateur, j'oublie toujours ce mot. On va créer nous-mêmes une méthode en fait qu'on va faire en classe méthode. On va l'appeler validate model. On peut l'appeler le nom qu'on veut évidemment. Et là, nous demande un paramètre. Ce modèle validator, c'est le mode. Le mode, il demande il a trois possibilités. Excusez-moi. Il a le before, le after et le wrap. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'exemple de before ? Ça veut dire qu'il va valider les données qui rentrent dans la classe. Donc, le JSON, en fait. Avant l'instanciation de l'objet, il récupère bien un dictionnaire. Et c'est de ce dictionnaire qu'on va vérifier des choses. Le mode after, ça va être si on veut vérifier des choses une fois que tout ça est fait, une fois que les castes sont faits, tout ça. Là, vraiment, moi, j'ai choisi le mode before. Le mode wrap, j'en parle pas parce qu'en vrai, je sais même pas ce qu'il fait. Je pense que c'est du pendant.
mais j'avoue que j'ai jamais utilisé. Mais le mode before, il va vraiment vérifier les données du dictionnaire en entrée quand on va instancier un objet de la classe socialPost. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc on va l'appeler values. C'est un dict, on va le typer parce que on est en clean code et qu'on va enlever toute ambiguïté sur ce qui rentre dans nos fonctions. C'est un dict de string any, hein, voilà. Et on va faire tout simplement la règle que notre manager nous a dit, if title, non pas du tout, if_values.get title is known, and values, allez, on va se faire des crochets, on va se faire un petit plaisir. Les crochets, ça marche aussi. Différence quand même des crochets avec le get, j'espère que vous la connaissez, c'est que ça, si le champ description n'existe pas dans le dictionnaire, ça explose. Alors qu'un get, si le champ n'existe pas dans le dictionnaire, il va juste renvoyer none. Donc ça, il faut le savoir, mais bon. Donc voilà, s'il n'y a aucun des deux, on va tout simplement raise une exception qu'on va créer nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose que je conseille, de créer ses propres custom exception class. Ça nous permet vraiment d'être sûr qu'on contrôle notre code à 100%, et en plus souvent elles sont bien nommées puisque c'est nous qui les nommons. Voilà, donc on va dire at least title or description needed. Comment on crée une exception? On crée une classe avec ce nom là et on la fait hériter de exception. Voilà, c'est pas non plus très compliqué et on a nous-mêmes notre propre exception. Et sinon, on return values. En fait, return values, c'est vraiment dans le sens, sinon Pydantic continue à faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire qu'il va prendre le dictionnaire et il va le mettre dans ces attributs-là. Il va continuer son boulot de Pydantic, quoi. Donc voilà, là, voilà les fichiers. Le fichier JSON, je l'ai pas modifié, donc le coucou, on va le changer. On va remettre le mot de passe de Michael Jackson. Les données sont valides. On va vérifier la règle que je viens de définir. C'est que au moins un title ou une description. Michael Jackson n'a ni titre ni description. Hop, on a notre exception qui est raise, on le sait tout de suite. Et là, du coup, voilà, gros avantage, on a une validation qui peut se faire sur l'ensemble du modèle, donc de l'interaction entre plusieurs attributs. Et ça, c'est quand même plutôt puissant. Ce qu'on peut faire également de manière plus classique, c'est exactement la même chose sur un field. Et en fait, ça va être exactement pareil, field validator. Et là, par contre, on veut lui mettre le nom du champ qu'on veut. Je sais pas, par exemple, auteur. On veut vérifier que le nom de l'auteur correspond à une certaine regex. On pourrait le faire, par exemple, sur password, où on voudrait au moins qu'il y ait 9 caractères, mais avec au moins un chiffre, un caractère spécial, etc. Là, pour l'exemple, voilà, je vous montre juste sur auteur avec une regex des plus complexes, invalide name, regex. On va se créer une petite constante en haut de notre code où on va créer une regex tout simple qui va demander, je sais pas, au moins 2 lettres pour dire que c'est un nom. Je suis pas très fort en regex, je suis désolé, je m'excuse. Il y a certainement plus facile à écrire, mais je sais pas, je suis pas très très fort. Voilà. Donc ça, ça c'est le regex du valide. C'est-à-dire que on veut au moins 2 lettres. En gros. On va également la mettre en classe méthode, ça c'est très important. On va se faire une petite fonction, une petite méthode validate auteur. Là, on peut vraiment l'appeler comme on veut. C'est vraiment ça qui va nous dire que c'est pour ce champ auteur qu'on va lancer cette méthode. J'aurais pu l'appeler validate coucou, n'importe quoi. Le nom de la méthode, évidemment, n'a pas d'importance. Donc ici, la value, on sait que c'est un string, puisque auteur est un string. Et on a juste à faire un if. Ça, notre regex match avec la value is known. C'est-à-dire que si ça ne matche pas, en fait, on va raise un valid name, tout simplement.
On va encore faire une petite exception. Ça n'a pas changé, c'est toujours de la même manière, toujours aussi simple. Et sinon, on va return la value dans l'attribut auteur. Tout simplement. Tac, là j'ai encore une fois pas corrigé mes données. Donc le title, tac. Voilà, on sait que l'auteur, c'est Michael Jackson, par exemple. Si je mets une seule lettre, c'est-à-dire M, que c'est le chanteur M, qui en fait avait posté ça, ils se sont trompés. Nous, on va pas accepter que le chanteur M, il poste des photos sur les réseaux sociaux, on n'accepte pas, il n'a pas assez de lettres. Voilà. Donc là, je vous laisse imaginer du coup qu'en fait, sur un field validator, on va vraiment pouvoir mettre le code qu'on veut sur un attribut en particulier. Donc là, on va vraiment pouvoir mettre des règles très complexes si on a des besoins complexes. Mais vraiment pour ce qui est classique, comme le min length, matless d'un string, Pydantic ramène pas mal de choses. Par exemple, pour le email stray, pour la count email, on peut également ajouter des choses dans Field. Bon, voilà, déjà, il y a PyCharm qui montre tous les champs disponibles, tous les paramètres qu'on peut mettre dans un field. Donc, il y en a quand même une belle quantité. Hein. Là, je vais vous montrer le exemple où, en fait, si vous avez des champs qui sont vraiment pas évidents à comprendre ou à expliquer, il suffit de montrer, en fait, ici des exemples de valeurs qu'on accepterait. Par exemple, la malice code@gmail.com. Ça, c'est vraiment quelque chose où on va indiquer aux développeurs qui arriveraient sur notre code, aux développeurs du futur, ou à nous-mêmes dans 3 mois, puisqu'on oublie tout très très rapidement, hein, je vous le rappelle. Voilà, on a des exemples, des valeurs qu'on autorise. Bon là, l'exemple de account email n'est pas exceptionnel, parce que le champ est quand même plutôt clair. Mais si vous avez des champs complexes, ça permet quand même de donner des exemples. On a évidemment pareil avec une description, où là il suffit d'écrire une description. Authors, mail adresse, tout simplement. Et là vous allez me dire, bon, t'es bien sympa la malice, mais c'est quoi la différence avec un commentaire? La différence avec un commentaire, elle est par exemple, si vous faites... vous êtes en train de vous-même de développer une API en utilisant FastAPI ou n'importe quelle autre librairie qui utilise Pydantic, eh bien, par exemple avec FastAPI, comme FastAPI utilise Pydantic et que vous aussi dans votre code vous utilisez Pydantic, et bien dans le Swagger de votre API que vous allez mettre à disposition, les champs auront ces exemples, cette description directement dans votre Swagger. Donc ça, c'est quand même plutôt agréable d'avoir des librairies qui se parlent entre elles. Parce que en fait, je parle de FastAPI qui utilise Pydantic, mais il y a énormément de librairies en Python qui utilisent Pydantic. Et en fait, ça aide pas mal de choses. Ça crée des synergies entre les librairies qui peut vraiment nous faire gagner du temps. Donc voilà, pour les champs compliqués, on a des exemples ou des descriptions. Ce qu'on peut également faire... par exemple un identifieur. Ce que j'avais fait dans la première vidéo, c'est que j'avais créé une classe config où je mettais tous les champs à frozen, c'est-à-dire que tous les attributs étaient immutables dans notre classe. Si ça c'est plutôt embêtant parce que des fois on a envie de rajouter des choses, de modifier les valeurs dans nos attributs, en fait ce frozen on peut également le mettre au niveau du champ, tout simplement. Si je fais ici égal field frozen égale true, donc vraiment là l'identifieur ne va plus être modifiable. Je vais lancer le code, invalid name, voilà, j'ai encore une fois pas modifié, Michael Jackson il est de retour. Voilà, juste pour vous montrer si l'identifieur du post 0, j'essaie de l'écrire par, c'était un int, comme ça, il va me dire tout de suite identifieur field is frozen. Il t'empêche toute modification de cet attribut. Voilà, c'est juste pour montrer que Pydantic marche. Évidemment qu'il marche, hein, évidemment, mais bon, on n'est jamais à l'abri. Ce qu'on peut également faire avec Pydantic,
qui est très utile, ça va être toute la partie sérialisation d'un objet. Sérialisation, ça veut dire transformer mon objet en quelque chose d'autre, en gros. Et très très souvent, on parle de JSON, serialization, c'est-à-dire qu'on va transformer notre classe, notre objet, en un JSON, parce qu'après, on va écrire dans une base qui contient des JSON, je sais pas, par exemple MongoDB. Donc, pour ça, Pydantic, il te ramène des facilités, encore une fois, où tu as juste à appeler modèle dump JSON. Et là, voilà, c'est cette deuxième ligne qu'il faut regarder. Il transforme ton objet en JSON. En JSON, donc ça veut dire en Python, en dictionnaire. Et par exemple, le created at, il va lui-même le caster en string, puisqu'on sait que les dates ne sont pas sérialisables. Ça ne rentre pas dans un JSON. Donc lui, il va s'occuper de le mettre en string. Le password, il sait très bien que c'est une donnée secret, donc ça peut être un token ou n'importe quoi, donc il va te mettre des astérisques. En parlant de ça, possibilité qu'on a aussi avec le field qui est très très pratique pour la sérialisation, c'est seulement, on a juste à écrire exclude égale true. Et là, en fait, Pydantic va comprendre que lors de la sérialisation de cet objet vers un JSON ou vers un dictionnaire ou je ne sais quoi d'autre, il ne va pas mettre le password. Voilà, je relance. On est toujours sur cette deuxième ligne. Si je vais à droite, il n'y a plus de password. Elle est exclue de la sérialisation. Et ça, c'est quand même pas mal parce qu'il y a beaucoup de... Ça nous empêche d'avoir à écrire le code du if password in key, delete key, return copy du dictionnaire, parce qu'on ne peut pas modifier un dictionnaire sur lequel on est. Enfin bref, c'est quand même plutôt utile. Ce qui va faire également, on peut transformer notre objet en dictionnaire tout simplement. Ça sera cette ligne-là, où là, on a vraiment le dictionnaire. Autre possibilité aussi avec Pydantic, c'est tout simplement de renommer les fields. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de matcher entre le nom de l'attribut et le nom qu'il y a dans le JSON. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, dans le cas où je recevais des données, ou dans les données que je recevais, il y avait un champ from. Et en fait, en Python, from est un mot réservé. C'est-à-dire que from, ça vient des imports, et il ne peut pas comprendre que c'est le nom d'un champ. Ça fait exploser complètement mon code, et ça fout en l'air tout ce que j'ai produit, quoi. Donc là, il suffit juste de trouver un autre nom, qui est de origine par exemple, et de dire que c'est un field qui a un alias from. Et là, Pydantic va comprendre que le champ from, il faut le mettre dans l'attribut origine. Voilà. Là, j'affiche le post de Michael Jackson. Il a bien récupéré origine égale salut. Autre possibilité aussi avec la sérialisation qui peut être pratique dans certains cas, c'est qu'on peut en fait donner à nos champs un alias pour la sérialisation. Ça veut dire serialization alias, où là, par exemple, le champ account email, quand je sérialise mon objet social post, je voudrais qu'il s'appelle mail adresse, comme ça, tout simplement. Dans ce cas-là, quand tu fais un modèle dump JSON, il faut que tu mettes un by alias égale true. Et là, on va l'afficher. Donc voilà, c'est cette deuxième ligne. Là, par contre, il va me remettre le from parce qu'il va utiliser l'alias pour l'origine. On n'était pas en train de parler de ça, je suis en train de me perdre. On parle du mail adresse. Voilà. On voit bien que dans le print de l'objet, on a un account email, mais lors de la sérialisation, il va le renommer mail adresse. Donc ça, c'est quand même plutôt pratique si on a plein de champs à renommer avant d'aller écrire en base pour je ne sais quelle raison matcher les noms des colonnes. On a juste à mettre le nom des colonnes en fait ici et on est tranquille. Si on est sur une table SQL tout simplement. Autre petite possibilité aussi qu'on peut se rajouter avec le field. Par exemple là on a mis positive int, mais si on sait que c'est des positive int qui sont supérieurs, je sais pas, à 10 000, il nous suffit d'aller dans alias
et de faire greater than. Tout simplement, greater than 10 000. Où on a l'équivalent évidemment avec lower or equal, less than. Il va vérifier tout seul que l'identifieur il est supérieur à 10 000. Ça peut être utile pour n'importe quel champ int ou float ou n'importe quel numérique où on sait qu'il doit être supérieur à un certain chiffre. On n'a encore une fois pas besoin de le coder, même si on pourrait le coder tout simplement avec un field validator. On peut également tout simplement jouer avec les paramètres de field. Voilà, donc j'espère déjà que ça vous a aidé à entrevoir peut-être la puissance de Pydantic. Donc vraiment cette capacité à valider le modèle de données en faisant de l'intelligence entre plusieurs champs, de l'intelligence sur certains champs avec des règles basiques ou avancées qu'on peut coder nous-mêmes, des synergies avec d'autres librairies et de la clarté avec des exemples, des descriptions, le fait de rendre certains champs immutables et pas d'autres. Voilà, il y a vraiment quand même beaucoup de possibilités avec Pydantic. Et je ne sais pas si vous êtes intéressé par une partie 3 pour aller encore plus loin, mais je pense que déjà avec ça, j'espère que ça vous a donné des idées sur comment l'utiliser au quotidien dans votre travail, si vous récupérez des données souvent. Et je pense qu'en faisant déjà ce modèle validator, ce field validator, utiliser les bons types et après je vous laisserai jouer avec tous les paramètres possibles qu'il y a dans Field. Vous allez sur la documentation de Pydantic qui est très bien faite. Vous verrez, il y a pas mal de choses. Je pense que 80-90% de nos problématiques doivent rentrer là-dedans. Bon, voilà. Si vous êtes intéressé par une partie 3, dites-le moi. On pourra peut-être aller encore un peu plus loin. Et voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo et que vous avez passé une bonne journée ou que vous allez passer une bonne journée. En tout cas, je vous dis à la prochaine